Être de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, je pense qu'on était avec un record. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose à quoi il est difficile d'échapper. L'intelligence artificielle dont on parle partout, que ce soit pour en dire le plus grand bien et y adhérer avec une folie sans nom, ou la critiquer et la refuser. Il y a autant de fascination que de crainte entre l'adhésion aveugle et le refus catégorique. Mais pour nous, organismes bénévoles, organismes citoyens, engagés en histoire, généalogie et patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on s'y intéresse dans nos milieux où la réalité, c'est un engagement humain et réel. Ensemble, on va tenter de comprendre, de démystifier l'IA, de la reconnaître, de l'explorer, de comprendre quels sont les usages potentiels pertinents pour nos organismes. Ceci afin que nous puissions envisager est-ce qu'il y a des manières d'intégrer ces outils de façon responsable dans nos pratiques, là où il y a une valeur ajoutée, sans jamais perdre de vue ce qui fait notre richesse, à savoir l'humain, l'intelligence collective, le lien social. Comme je vous disais, on va faire ça. Ok. En environ 1 heure et je veux qu'à la fin, je veux du temps libre pour les questions, les commentaires, les inquiétudes, les manières de faire, les bons coups aussi. Vous allez voir ici, il n'y a personne qui a la même attente, les mêmes besoins par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, on va aller à U et à Dia entre des considérations techniques. J'ai voulu aussi mettre beaucoup d'exemples pratiques et concrets, des outils, des consignes réelles que vous pouvez dès ce soir utiliser. On va commencer avec un mot de notre partenaire. Bonjour à tous et bienvenue à cette formation de la FHQ. Je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao, bye. Voilà, vous vous dites que c'est pas François Legault et que j'ai fait ça en 4 secondes. Donc, littéralement, quelqu'un qui voudrait tromper la réalité pourrait le faire avec un minimum d'effort et beaucoup plus de tact. Mais ça, c'était un premier avertissement parce que l'IA va bousculer nos façons de faire de l'histoire, mais plus largement nos conceptions du vrai, du faux dans cette ère de post-réalité, de fausses réalités, de fausses nouvelles et de progrès technologiques faramineux. Vous avez le plan de cours ici. Mais je commencerai avec 3 avertissements. Le premier, c'est que je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. Je suis, comme vous, une personne très curieuse du milieu de l'histoire et du patrimoine qui va faire feu de tout bois pour trouver les manières de continuer notre mission avec les ressources qui nous sont données, donc qui sont bien sûr trop faibles. Euh, et je ne sais même pas s'il y a des experts en intelligence artificielle aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs en intelligence artificielle, donc c'est ce qui rend ce genre de formation particulièrement utile ce soir. Le deuxième avertissement, c'est que on va avoir beaucoup de points qui peuvent soulever des enjeux légaux. Donc, ce qui suit n'a pas de valeur légale. Il y a toujours des enjeux de droit d'auteur, de protection de données ou de gestion des archives qui relèvent de vos préoccupations habituelles. On va justement identifier ensemble quelques zones grises à surveiller avec l'IA. Et le troisième avertissement, malheureusement, c'est que cette formation, elle est disponible à la réécoute pour quelques jours. Mais dans 2 mois, ce que je dis là va être tout à fait suranné, tout à fait dépassé, parce que ça évolue tellement vite, il y a tellement d'évolution technologique, de concurrence entre différentes boîtes, que tout va changer au plus vite. Alors ce qu'on va apprendre aujourd'hui va être fiable pour quelques mois peut-être. Donc c'est pour ça que la seule manière d'envisager cette formation ce soir, c'est d'y aller avec de la bienveillance, de la curiosité, de la prudence et nos valeurs à nous qui sont le sens critique, la vérité, le partage et donc l'intelligence collective. Ok, est-ce que vous voyez bien? Je pense que j'ai ça. Qu'est-ce que c'est l'IA? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment ça marche? Donc l'IA, c'est l'ensemble de technologies destinées à accomplir des tâches normalement associées à l'intelligence humaine. Bon, facile. On parle de comprendre du langage, reconnaître des images, résoudre des problèmes ou apprendre de l'expérience. Le graphique qui est en bas, en bas à gauche nous montre comment concrètement les gens utilisent l'intelligence artificielle euh, pour, pour aujourd'hui en tout cas. Donc c'est principalement pour écrire, formuler, résumer, expliquer, avec des usages créatifs qui sont quand même très limités. Ça va être la petite colonne bleue à gauche. C'est effectivement le côté le plus spectaculaire, l'IA générative, mais c'est pas le plus utilisé. Les trois points principaux, c'est vraiment de la réflexion, donc du conseil pratique, de la recherche d'informations, une espèce de super recherche Google, et de l'aide à la rédaction, donc pour formuler, reformuler, bonifier, traduire, etc. On voit déjà que l'IA, c'est un outil dans le quotidien, mobilisé pour clarifier, structurer, gagner du temps, euh, un assistant plutôt un expert. Comment on va le transposer en histoire? Comment on va transposer ces usages en histoire? Bien sûr, la transcription, la traduction,
Analyse et réflexion, génération et modification de texte, d'images, de vidéos. Quelques points techniques, encore une fois, on va vite parce que on veut aller dans le concret. Elle est où ma page suivante? Tac. L'IA en soi, ce n'est pas une intelligence. L'IA, ça repose sur des techniques informatiques, principalement le machine learning, où on montre à un ordinateur des milliers d'exemples pour qu'il repère des motifs et puisse s'ajuster. On a le deep learning qui est une version avancée de ce machine learning basée sur beaucoup de neurones, en fait, encore une fois, pas des vrais neurones, mais des équations empilées en couches qui vont analyser progressivement une image, un texte. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une IA va pouvoir apprendre, qu'elle va pouvoir se bonifier avec le temps, avec la pratique. On peut reconnaître avec ça des visages, lire des écritures, restaurer des photos anciennes. Une grande famille des IA, ça repose sur ce qu'on appelle les LLM, les modèles géants de langage. C'est les plus connus, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot notamment. Ils ne comprennent pas comme un humain, mais ils vont prédire simplement les mots les plus probables dans une suite de phrases. Ça leur permet de rédiger, de résumer, d'expliquer, mais ça leur permet aussi d'inventer les erreurs qui vont être plausibles. Imaginez un peu quelqu'un qui aurait lu tous les livres en français va pouvoir faire des phrases, mais pas forcément comprendre la langue qu'il est en train d'utiliser. D'où les risques d'erreur, d'hallucination. Il faut bien prendre ceci en compte. Une intelligence artificielle, elle ne sait rien et elle peut commettre des erreurs, tout en se donnant les plus grandes apparences de la vérité. C'est pas magique, ça donne parfois l'illusion de l'intelligence, on ne fait qu'aligner de manière la plus vraisemblable possible des corrélations qui sont réelles, qui sont vraisemblables, pardon. Euh, Qu'est-ce que je disais? Donc les agents conversationnels, on a les plus connus. On a aussi des modèles de reconnaissance qui sont le HWR, le Handwritten Manuscript Recognition, pardon, qui est donc la suite de OCR, qui est la bonification de OCR, qui était la langue, voyons, le texte tapé, tapuscrit, particulièrement utile. J'ai des beaux cas d'école à vous montrer avec le HWR. Ou des modèles génératifs comme Sora pour les vidéos, Midjourney et Dali pour les photos, qui vont être utiles pour créer des images, des vidéos, même de l'audio, donc du contenu aussi fascinant que effrayant pour notre perspective. Oh, je suis désolé, la mise en page n'est pas terrible, mais on va ramasser ça. Des technologies qui sont maintenant intégrées à nos outils du quotidien. Microsoft propose Copilot qui est intégré dans ses logiciels. Google a maintenant son Gemini. Chaque réseau social a sa propre intelligence artificielle qui vous propose de faire toute une panoplie de, 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 de recherche, d'outils, de création. On n'y échappera pas. Donc, on retient quoi? Que la technologie en elle-même n'est pas nouvelle, mais que on est présentement, c'est fascinant et effrayant, dans une course effrénée où il y a de nombreux joueurs qui essayent de perfectionner et de vendre au mieux différentes technologies qui font juste se réinventer et se copier les unes les autres. Donc, difficile de s'y retrouver, difficile aussi de savoir ce qui est réellement possible, ce qui est réellement pertinent pour nous. Bon, l'IA, c'est partout, qu'on le veuille ou non, on n'y échappera pas. Si je demandais, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT ou n'importe quelle IA? Si vous me disiez non, je serais obligé de vous dire que vous avez tort parce que vous le vouliez ou non, vous êtes déjà dans un environnement qui est façonné par l'intelligence artificielle. Vos recherches, vos publicités, votre fil sur les médias sociaux sont déjà façonnés par l'intelligence artificielle, que ce soit les choses qu'on vous soumet ou le traitement des données qu'on fait malgré vous. Trois exemples. Premier exemple, c'est une image du Mont Saint-Michel, vous l'avez reconnu. J'ai beaucoup d'exemples français. Vous devinez pourquoi? Aussi parce que ça me permet de ne pas pointer du doigt forcément des pratiques québécoises. Les tendances sur les médias sociaux vont beaucoup être liées à l'essor de l'intelligence artificielle. Ici, on a le modèle du type un petit peu starter pack. Vous vous rappelez les personnages qui étaient dans les boîtes de carton. Hop. Est-ce que je peux agrandir l'écran? Est-ce que je peux jouer avec l'écran? Ouais. Ouais, je peux faire ça. Est-ce que vous voyez mieux? Euh, Diane, est-ce que c'est plus clair si je zoome comme ça? De toute façon, vous aurez le PowerPoint. J'aurai beaucoup de contenu, mais ça va aller plus vite, plus facilement quand vous allez avoir le texte si vous le souhaitez le relire. Merci. Bah. Oui, Non, j'ai dit merci. excellent.
Qu'est-ce que je disais? Je vais aller entre les deux images. Il y a une question légitime. On a besoin pour... Non, meilleur avant. Je vais rester comme ça. Une image, la deuxième image, elle est générée par ChatGPT. Vous voyez que la source est transparente. Pour illustrer la page Louis Hébert et Marie Hollet sur la page The French Canadian Genealogist, c'est normal. Les algorithmes des réseaux sociaux et les algorithmes en général qui vont détecter le contenu et le rendre digestible par les IA quand ils vont faire des recherches pour d'autres, vont favoriser fortement les images. Il y a une logique à produire ce genre d'images, à générer des images avec l'intelligence artificielle pour rendre nos histoires visibles. On peut donner une forme à des personnages pour lesquels on n'a pas forcément d'illustration, et il y a une légitimité indéniable à y travailler. Il y a des histoires, les sociétés d'histoire veulent raconter des récits, on veut les raconter, les faire connaître, mais comment le faire sans avoir le support visuel, aujourd'hui indispensable si on veut qu'un contenu rejoigne son public. Au passage, on remarque que c'est un cas d'école, c'est une image historique qui a un petit teint jaunâtre de la photo, on y reviendra. Et puis un troisième exemple, donc le texte en soi est pas important, ce qui est important c'est la vigilance qu'il faut avoir. Vous avez ce faux compte d'un fraudeur sur la page de la Fédération Histoire Québec qui utilise des textes, des réponses de commentaires générés automatiquement, générés par l'intelligence artificielle pour simuler dans l'engagement, pour aller comme on appellerait, pour aller tester des potentielles victimes d'arnaques, de vol de données, d'extorsion, ce qu'on appellera les fameux brouteurs. Donc stimuler de l'engagement pour repérer leurs victimes. Donc la vraie question avec l'idée que l'intelligence artificielle est partout, c'est non pas d'être pour ou contre, c'est trop tard, c'est comment on la comprend, comment on la reconnaît, comment on prend le contrôle sans la subir de manière passive. Donc, comment on la reconnaît? Comment on la reconnaît? Tu, 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 tu. On arrive à un état où la vigilance devient de plus en plus indispensable. On travaille avec des archives, des faits, des dates, des sources, et on a une mission de transmettre l'histoire. Donc, il faut participer au mouvement qui fait en sorte qu'on reconnaît, qu'on identifie l'intelligence artificielle sans se faire duper. On reconnaît ce qui est vrai, ce qui est vérifiable, ce qui est authentique. Vous avez déjà vu, on en a vu quelques-uns, on va en voir beaucoup, vous en avez vu au quotidien, des images, des vidéos qui ont des indices d'artificialité de cette intelligence artificielle, des incohérences, des difficultés à produire un texte lisible dans l'image, dans les vidéos, une voix qui va être très lisse, très mécanique, souvent des petits détails qui résistent pas à un examen attentif. J'ai deux exemples, je pense que le son fonctionne, oui. Le verdict est tombé. Avec 51,2% des suffrages, le camp du oui l'emporte. C'est une page d'histoire qui s'écrit ce soir. Le référendum gagnant de 95. Euh, il y a plusieurs indices pardon, de l'artificialité. C'est de plus en plus dur, je vous dirais, mais on en a encore, notamment, où est-ce que c'est Bagel? Voyons. La difficulté à reproduire les textes. Vous voyez, ici, ça devrait être Bagel, puis chez l'intelligence artificielle, encore ce genre de difficulté. Le premier critère, c'est bien sûr la vérité historique. Regardons la deuxième vidéo. Regardez derrière moi, c'est fou. On est sur les rives du Saint-Laurent à Québec et les grands voiliers viennent tout juste d'accoster. Le vent sent le sel et le bois, les mâts grincent, les voiles frappent, c'est historique. Là, sur la passerelle sont les filles du roi qui descendent, vous voyez leurs robes longues. Bon, le premier doute cartésien qui doit arriver, c'est ça se peut-tu? C'est-tu cohérent? C'est-tu possible? Bien sûr que là, non, c'est pas possible. Je vais vérifier. Non, c'est pas possible. Euh, il y a probablement des incohérences architecturales qu'on peut. Je pense pas que l'habitation avait la tête du château Haldimand à Québec, mais il y a plein de détails dans lesquels n'importe qui doit être prudent et dans lesquels un historien comme on est aujourd'hui ce soir tous réunis peut apporter quelque chose. Texte mal reproduit, qu'est-ce que j'avais? Des choses assez basiques, mais de plus en plus faciles à contourner. Est-ce qu'on la voit ici? Vous avez le filigrane Sora, qui est en fait la marque de la plateforme qui a produit l'intelligence artificielle, ici. Le fait que ce soit une séquence très courte, c'est une très belle, c'est une très belle, très beau point de vue, très beau profil. Euh, la même chose dans les images, vous allez avoir des teints jaunâtres, on l'a vu, des bizarreries anatomiques.
Et puis dans les textes, c'est de plus en plus compliqué, je vous dirais. Mais c'est une tournure générique, des phrases trop bien construites, des tournures qui trahissent un petit peu l'usage. On parle beaucoup du tiret quadratin, on parle beaucoup l'abondance d'emojis dans les médias sociaux. Donc ça fait partie de ces différents repères. Malheureusement, on fait l'exercice en janvier 2026, mais les progrès sont excessivement rapides. Vous voyez la différence en bas à gauche entre la même consigne, là je peux zoomer sans problème. 2023, Samuel de Champlain mangeant une poutine, c'était pour le 1er avril. Et 2026, la même consigne. Il y a énormément de progrès sur l'anatomie, sur la crédibilité des choses. C'est encore jaunâtre, mais la consigne était beaucoup trop courte pour être, pour contourner ces indices d'artificialité. N'importe qui maintenant est au courant de qu'est-ce qui identifie une intelligence artificielle et peut tout à fait la contourner avec d'autres prompts. Donc la meilleure défense, ça va être l'esprit critique. Il va falloir tout vérifier, tout croiser. Et c'est pour ça que nos milieux prennent tout leur sens. Le loisir culturel, l'échange, le travail collectif, le doute méthodique sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait face aux fausses nouvelles? Bah, c'est de plus en plus intéressant d'être regroupé en organisme, en société d'histoire, pour éviter d'être trompé, manipulé, fraudé. Euh, et c'est là qu'on va avoir du fun, les enfants. Pour, moi, j'ai beaucoup de fun, mais j'espère que c'est pas trop effrayant comme perspective. Pourquoi on doit faire une formation comme celle-ci? Parce que l'intelligence artificielle va soulever énormément d'enjeux pour nos organismes. C'est des opportunités, mais c'est aussi des enjeux. On va commencer par le pire et puis après on va avoir du fun. Le premier enjeu, c'est l'aspect légal. Lorsqu'on soumet des informations à une IA, les données ne restent pas forcément confinées au service. Certaines plateformes conservent ce qui est envoyé, d'autres non. Euh, Certaines les anonymisent pour améliorer le modèle. La question est très concrète quand on va parler de généalogie, d'archives privées, une date de naissance, un acte notarié, une correspondance familiale. On va parler de données sensibles, plus ou moins. Je vous renvoie à la formation qu'on avait faite sur la loi 25. Tout est un renseignement personnel quand il est assez étoffé ou combiné. Il y a toujours eu des fuites de données, mais le fait que existe présentement un marché très concurrentiel et très prédateur des brevets d'IA fait en sorte que le secteur est très peu ou très mal régulé, c'est la jungle. Donc le principe devrait être, on ne soumet jamais à une IA en ligne un document confidentiel non public ou avec des données qui rentrent dans les cadres de 50 ans, etc. À moins d'avoir une garantie que le traitement se fera dans un cadre local sans réutilisation. Même opacité, même enjeu, les droits et propriétés intellectuelles, les IA vont s'entraîner sur des contenus existants, avec des auteurs qui la plupart du temps n'ont jamais été consultés ni dédommagés. Donc des questions importantes pour un milieu comme le nôtre qui s'attache profondément aux droits d'auteur, au respect des sources et de leur provenance, de risques, produire involontairement un texte qui contiendrait des passages empruntés à une œuvre protégée, ou diffuser une image générée qui ressemble de trop près à une œuvre existante sous droit d'auteur. Le cadre légal n'est pas spécialisé. Qui est l'auteur d'une IA, d'un texte généré par l'IA? La personne, la machine, personne. C'est encore à définir. Deuxième série d'enjeux, c'est le fait que les modèles d'intelligence artificielle apprennent à partir de contenus existants. Donc ils vont reproduire ce qu'ils voient et ce qui est dominant. Si l'histoire qui est présentée, qui va être utilisée par l'IA dans les données qu'elle va aller chercher, ou que vous lui permettez d'aller chercher, est dominée par un certain type de voix, l'IA va prolonger ces déséquilibres et va vous présenter tout ça avec la plus grande assurance du monde parce que c'est son mandat. L'exemple le plus simple, le plus iconique, c'est vraiment l'horloge. J'ai demandé à à ChatGPT de générer l'image d'une horloge montrant 16h54. Il n'est pas à 16h54. Pourquoi? Parce que les données sur lesquelles l'IA va s'appuyer, va s'entraîner, ce sont des images qui sont diffusées sur le web, qui sont bien souvent des images de publicité. Et vous savez très bien que, en publicité, les horloges sont toujours affichées à 10h10. Donc l'IA ne choisit pas, elle répète. On voit aussi d'ailleurs le beau teint jaunâtre de l'IA. Tout est jaune en 2026, c'est fabuleux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on fait de l'histoire citoyenne et qu'on veut travailler avec l'IA? Ça veut dire que des histoires qui ne sont pas encore diffusées, qui ne sont pas encore connues, qui n'ont pas encore d'existence dans les données sur lesquelles l'IA s'est entraînée, risquent d'être effacées
de ne pas ressortir et d'être écrasé par le biais qui est déjà dominant. Donc, techniquement, ça pourrait conduire à invisibiliser les femmes, les régions, les classes populaires, les communautés marginalisées autochtones, alors que notre rôle est de leur redonner la parole. Il y a une précaution à avoir là-dedans. On ne peut pas considérer l'IA comme neutre, mais comme un reflet d'un monde qui est forcément incomplet, et c'est à nous de repérer les angles morts, de les corriger et de maintenir notre apport. Le deuxième enjeu de cette page, c'est l'uniformisation, avec des contenus qui vont se répéter, le même ton, les mêmes structures, les mêmes images, les mêmes formules. À force d'utiliser les mêmes modèles un peu partout, on a les mêmes l'uniformisation du discours, historique ou non, des récits qui vont être très très proches, et ce qu'on appellerait le slop, la boue, comment on appelle ça, la gadoue de l'IA. En fait, des productions qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui vont saturer les plateformes, qui vont noyer les contenus intéressants, qui vont brouiller la frontière entre le réel et le faux. C'est devenu très facile de produire du contenu sensationnaliste, scandaleux pour faire du chiffre, faire des views, monétiser la colère, monétiser les clics, les réseaux sociaux, ou même monétiser la bêtise, monétiser la crédulité des gens, voire déstabiliser politiquement un pays. On a beaucoup d'exemples en ce moment, sans nommer personne. Donc une espèce d'envahissement du faux qui va entrer en tension avec ce qu'on fait dans nos sociétés d'histoire. Donc donner de la diversité, donner de la richesse, donner de la qualité et donner des voix un petit peu discordantes. Donc l'exactitude, la fiabilité des résultats, tout l'enjeu des hallucinations, les IA sont conçus pour construire un modèle, un résultat vraisemblable. Pas forcément vrai, mais vraisemblable, qui a l'apparence du vrai. Vous allez avoir certaines IA qui vont inventer des citations, des titres d'articles, des noms d'auteurs, attribuer des faits historiques sans fondement, avec aplomb, en cherchant à générer la réponse qui vous semble la plus cohérente et la plus satisfaisante. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois des produits qu'on veut vous vendre. Et dans cette logique marchande, les IA sont calibrées pour satisfaire l'utilisateur, aller dans son sens, même si le sens est tout à fait incorrect, vous vous rappelez forcément je pense que c'était un jeune en délire qui avait demandé à ChatGPT des conseils de médicamentation, qui a fini en surdose, en overdose, en tout cas. Parce que l'IA allait dans le sens de oui, oui, continue, prends-en un autre, en tout cas. Dans notre cas, qu'est-ce que ça veut dire? Si on part avec une erreur historique et qu'on brode à partir de ça sur cette IA, on va continuer dans le sens, l'IA va jamais vous contredire. Donc, principe simple pour nous, toujours valider, confronter les résultats aux sources, remonter à l'origine de l'information. On va voir quelques conseils plus tard sur ce sens. Autre enjeu, la désinformation visuelle documentaire. J'en ai fait trois en moins d'une demi-heure. L'IA générative va permettre de créer des images historiques crédibles, des vidéos, des documents qui ressemblent à des authentiques, avec un risque très clair. Donc, fabriquer une fausse photo d'un événement, truquer la réalité, pour nous, c'est un signal d'alarme dans cette distinction entre authentique, reconstitué. On peut alimenter, sans le vouloir, la désinformation, la manipulation. L'image, maintenant, c'est la preuve, l'image est preuve. Et si j'arrêtais la formation ici, je pourrais dire que le plus grand service que l'IA est en train de rendre à l'histoire et au patrimoine, c'est de réaffirmer l'utilité de nos organismes pour confronter, pour partager ensemble ce qu'on pense être la vraie histoire. Sur le plan historique, c'est affolant, sur le plan humain, c'est une catastrophe. N'importe qui a désormais les moyens de créer de la fausse information, de frauder, de duper, d'où l'intérêt de s'entraîner à la reconnaître et de continuer, comme on le fait aujourd'hui, à travailler, à bonifier nos pratiques, à bonifier nos manières de la voir, l'identifier, et rappeler que le critère fondamental de la bonne histoire reste la source vérifiable. Euh, hum, Critères écologiques, important d'en parler. J'en fais quelques points. C'est des capacités techniques inédites, avec des opérations de calcul très lourdes qui se traduisent dans les centres de refroidissement, des, des, des centres de données avec des systèmes de refroidissement énormes, généralement avec de l'eau pour refroidir tout ça. Il y a un petit paradoxe de notre position. On est dans un milieu qui valorise la conservation, la transmission, la responsabilité. Donc, il y a une légitimité à s'interroger sur le coût réel de ces technologies, le coût écologique, le coût
le coût humain de ces technologies, comme on devrait le faire sur bien des habitudes de vie d'ailleurs. Le dernier enjeu que je veux aborder, c'est, pour clôturer cette séquence, la notion de remplacement. L'IA, c'est formidable parce que ça met à portée de tout le monde des outils qui semblaient autrefois inaccessibles. Pour nous, pour nos organismes citoyens, c'est normal d'y voir une opportunité. On est des petits organismes avec peu de ressources humaines et financières. Grâce à l'IA, on peut traiter des données, créer du contenu, avoir à coût nul ou quasiment nul des textes, des images, de la révision, de la traduction. Euh, on peut accéder à des ressources qui sont autant de compétences auxquelles on n'avait jamais accès sans avoir un budget dédié ou des bénévoles disponibles. Donc c'est pas inintéressant de l'aborder de la logique dans une logique de démocratisation. C'est juste de voir les questions. Ne m'en veuillez pas si je les rate. Si je les rate. On peut faire un parallèle avec l'époque, un petit peu où tout le monde a eu accès à la photographie amateur ou aux médias sociaux. C'est une formidable démocratisation avec énormément d'enjeux et de côtés imparfaits. Hop, pas n'importe où. Ouais, je vais garder les commentaires pour la fin. S'il n'y a rien d'urgent, je roule et je vais essayer de surveiller l'heure. On est bon. Ok, la page suivante, s'il vous plaît. Celui-ci, je pense que je voulais déjà montrer dans les communications autour de cette rencontre. Est-ce que l'IA va vraiment nous remplacer? Est-ce que l'IA va menacer la pratique de l'histoire à l'avenir? Donc, c'est l'étude publiée en 2025 qui mesure non pas la disparition des métiers, on remarque que historien est le deuxième métier qui serait le plus menacé, mais l'applicabilité de l'IA, c'est-à-dire les tâches où l'IA va être techniquement la plus efficace, incluant les risques d'erreur, de biais, mais en tout cas va pouvoir faire les mêmes tâches qu'on demande à ces personnes-là. C'est donc pas un avis de décès de l'histoire et de l'histoire citoyenne, mais un signal clair qu'il va falloir la prendre en compte. Euh, on veut pas éviter l'IA, mais on veut la comprendre, on veut l'encadrer pour en rester le maître. Et c'est ce qu'on va voir, on embarque dans la deuxième moitié de notre séquence. Ça va jusque-là? C'est bon? Ok, j'ai quelques recommandations générales. On va entrer dans des exemples concrets, mais par la suite aussi, je voudrais vous entendre sur vos propres pratiques, mais des recommandations générales de quelles que soient les solutions que vous allez choisir. La première bonne pratique, elle est valable partout, c'est d'utiliser un compte. La plupart du temps, elle est obligatoire parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas faire sans avoir un compte, y compris dans les IA intégrés aux différents médias sociaux ou aux différents logiciels ou aux différents systèmes de gestion. Avoir un compte. Pourquoi? Parce que l'IA va fonctionner par conversation. C'est le modèle de langage géant, le modèle LLM. Si vous travaillez toujours à des fenêtres anonymes, vous repartez de zéro et vous perdez en efficacité. Avoir un compte, ça vous permet de conserver un historique, de reprendre des conversations, de reprendre des projets, d'avoir des consignes qui peuvent être réutilisables. Ça permet aussi de donner des cadres clairs. On commence déjà à voir comment on va travailler pour l'IA, on va travailler avec l'IA en l'encadrant jusque dans ses biais. Expliquer qui vous êtes, c'est quoi mon organisme, qu'est-ce que je fais d'habitude et de quoi j'ai besoin en général. Euh, et vous pouvez même enregistrer des consignes de rédaction. Vous voyez que je vous ai donné une des astuces que j'utilise, qui ne marche pas toujours, qui permet d'éviter un des biais de l'IA. Donc, ne jamais inventer, ne jamais extrapoler, ne jamais deviner, être honnête sur je ne sais pas une réponse, bah, tu ne sais pas, tu n'inventes pas. Je veux pas de mauvaise citation en tout cas. Vous pouvez également, dans cet enjeu, dans la mémoire, vous allez voir que ça peut être très facile de dire à l'IA, à la conversation, l'interface de conversation, garde ça en mémoire, ou d'aller dans les options et de chercher la mémoire, ce que vous voulez donner. Éviter certains mots, limiter l'emphase, limiter les tournures artificielles. Vous devez prendre ce temps de façonner l'IA à votre image pour qu'elle soit à votre service. Pour avoir cette mémoire du travail, la continuité dans les projets et une bonne cohérence dans ce qui est produit. Dans la même logique, il y a beaucoup de textes, encore une fois, c'est ce que je vous disais, ça va être plutôt des exemples que vous aurez le temps d'utiliser au besoin.
Le mot-clé de cette leçon, c'est la consigne, ou ce qu'on appelle le prompt. L'IA va rien deviner, elle va interpréter à partir de ce que vous lui fournissez. Et plus les consignes que vous lui fournissez sont claires dès le départ, plus le résultat sera utile et utilisable. Voici idéalement ce qu'on trouvera dans toutes les formations sur l'IA, les points à avoir le plus complet possible. Après, c'est à vous de vous demander, est-ce que le travail que je suis en train de faire là pour l'IA, je ferais pas mieux de le faire moi-même? C'est aussi de la méthodologie. Le premier point, c'est le rôle. Dites à l'IA, l'IA peut tout faire. Pas forcément bien, mais elle peut tout faire. Il faut que vous lui précisiez dans quel environnement l'IA va devoir travailler. Quelle fonction vous allez lui donner? Est-ce que c'est un rédacteur, un assistant de recherche, un réviseur, un gestionnaire de communauté? La machine va adapter les mécanismes et le vocabulaire. Hop, hop, hop. Ok, je vais répondre à ça plus tard. Le mécanisme vocabulaire et le ton et les priorités au rôle que vous lui donnez. Le contexte, pour un deuxième point, pourquoi vous vous adressez à l'IA aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir? L'objectif, donc à quoi servira le résultat? Ça va être d'être clair pour que l'IA comprenne votre intention. Les données d'entrée, donc les informations que vous allez utiliser. Est-ce que c'est un texte, un document, une série de documents? Par défaut, l'IA peut aller chercher n'importe où et va aller chercher n'importe où, va faire des recherches et va extrapoler. Au besoin, les contraintes, pour la forme comme pour le fond, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur la mémoire. S'il y a les enjeux de forme que vous voulez garder pour toutes les consignes, mettez-les en mémoire. S'il y a des enjeux de contraintes, pour une transcription, je veux une ligne égale une ligne dans le texte égale une ligne dans la transcription. Vous pouvez le mettre dans cet enjeu-là des contraintes. Et enfin, le résultat, est-ce que vous voulez un résumé, une transcription, une révision, une biographie, un index? Quand vous avez commencé la conversation, à quoi vous vous attendiez? Quelle forme vous voulez avoir en titan? Si les éléments manquent, vous allez avoir du générique. Et à l'inverse, quand tout est clair, vous allez avoir... Euh, oups, pas ce que je veux faire, pas en tout. Non. Vous allez avoir le résultat le plus efficace et le plus prêt à l'usage. Je vous ai mis un exemple basique. À gauche, c'est basique et caricatural. À gauche, parle-moi du traité de Paris. À droite, on est un organisme en histoire. On veut organiser un banquet sur, autour du traité de Paris. J'ai besoin d'une publication Facebook. Voici les contraintes. Voici le résultat que je veux avoir en termes de mots. Ici à gauche, je peux pas travailler avec ça. Il y a trop de données encore à reprendre. À droite, c'est techniquement prêt à l'emploi. Bien sûr, vérification, validation. Mais c'est déjà mieux que le résultat vague et générique qui demandait à être retravaillé dès le départ. Donc, en faisant cet effort dès le premier prompt, dès la première consigne, on va un peu plus loin. C'est un 1 qui devrait être un 3. Ma troisième consigne, mon troisième point général, c'est de rappeler que l'IA, c'est avant tout une conversation. Ça fonctionne généralement sur des interfaces conversationnelles. Vous posez une question, vous donnez une consigne, l'IA va vous répondre. Ne vous arrêtez pas au premier résultat. Vous devez dialoguer avec l'outil, non seulement pour vous avoir des meilleurs résultats et pour elle l'entraîner. Euh, la règle est simple. Aucune information ne peut sortir de l'IA sans avoir été vérifiée par vous. Donc vérifier, ça ne veut pas dire tout refaire. Au contraire, ça veut souvent dire poser des questions, un petit peu à la méthode socratique ou à la méthode du petit enfant tannant qui demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Posez les questions, mettez-la au pied du mur. Sinon, vous allez avoir des hallucinations. À gauche, j'avais cette conversation sur une citation qui était parfaite pour ce que je voulais faire, mais qui n'existait pas. Donc, en l'acculant, en cherchant auprès de l'IA, mais d'où ça vient? Est-ce que tu l'as trouvé quelque part? Est-ce que tu l'as traduit? J'ai pu enfin avoir la réponse que non, ça servait à rien. Tu, tu, tu. Et bien sûr, donc relisez en tant qu'expert de votre milieu. Vous avez une responsabilité d'avoir la confiance du public qui repose sur votre rigueur, votre expertise, et aussi votre transparence. Puis là, je souligne le travail que fait très bien la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil Mont-Saint-Hilaire, qui utilise l'IA depuis, de manière assez précoce, mais qui a toujours une transparence dans son usage, notamment, vous voyez la petite mention visuelle réalisée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle sous la supervision de la Société d'histoire. Donc,
la petite leçon de ces trois séquences, ok, c'est que l'IA va pouvoir accélérer, mais que la responsabilité au final, autant de la personne qui lit que de la personne qui écrit, viendra de l'humain avant tout. On est là pour ça, sinon il ne reste plus rien. On va passer à des cas concrets pour les dernières minutes, pour les dernières 20 minutes. On va pas tout montrer. J'ai quelques exemples pour montrer comment l'IA peut s'insérer de manière assez simple dans nos pratiques, dans notre workflow. J'imagine qu'il y a un équivalent français, rythme de travail, euh, pratique de travail habituelle. On va voir des exemples qui sont parfois uniquement des consignes, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, ou d'autres outils équivalents, ou des outils spécialisés. Il n'y a pas de recette toute faite, il y a toujours des points de départ. Parce que dans la pratique de l'IA, c'est toujours l'usage qui va guider le choix de l'outil. Et pas l'inverse, vous n'allez pas vous contraindre à produire quelque chose en fonction de ce que vous avez sous la main. À vous ensuite d'essayer, d'adapter, de corriger, éventuellement de repartir à zéro sur d'autres plateformes. Encore une fois, on travaille à l'instant T avec un marché qui est très concurrentiel et beaucoup de promesses qui ne sont pas forcément tenues par les boîtes d'IA. Donc ça vaut la peine d'essayer. Hop, je vais vérifier s'il n'y a pas de... Oui, tout sera envoyé à la fin de la présentation, dans quelques jours, pardon. Euh, L'IA, il faut le reconnaître, un des intérêts de l'IA, c'est que c'est particulièrement utile pour traiter une grande capacité de données et simplifier des tâches qui sont complexes pour nous, euh, complexes et ou longues, pas forcément l'une et l'autre, mais complexes et longues. Prenons l'exemple du traitement de données, c'est des tâches longues, répétitives, difficilement prioritaires, ou en tout cas faciles à mettre en valeur et pourtant essentiels. L'IA va permettre de les accélérer, à condition bien sûr que l'humain garde la main sur la validation finale. On va prendre un cas très courant, un inventaire qui aurait été rempli par plusieurs personnes sur des années différentes. Les dates n'ont pas le même format, les types d'objets n'ont pas les mêmes descriptions, des lignes incomplètes. Un modèle de langage va pouvoir analyser ces documents que vous téléchargez dans l'interface conversationnelle, proposer, non pas uniformiser, mais proposer des uniformisations de dates, de formats, de catégories, regrouper, signaler des incohérences, des doublons. Ça peut vous sauver du temps. Ça va pas décider, ça va pas corriger à votre place, mais ça va proposer des premiers pas qui vont permettre de sauver beaucoup de temps. Alors, on va accélérer le travail préparatoire pendant que l'humain va conserver la validation finale, faire d'autres choses à côté. C'est assez précieux d'avoir ce temps-là. Hop. Hop. Lire, déchiffrer, traduire. Un autre exemple où l'IA va pré-mâcher le travail. J'essaye de voir si j'ai le temps pour une petite démo. Wesh. Un usage très concret et très réussi de l'IA. Et puis là, je vais aller vraiment à U et à Dia, mais il y a des formations par les gardes notes et par Nouvelle France Numérique que je vous signale après. Vous connaissez déjà la reconnaissance du texte imprimé. On a parlé des journaux, des tapuscrits. Le HWR qui est maintenant intégré aux mécaniques des agents conversationnels. C'est la reconnaissance de l'écriture manuscrite qui va tenter de lire une écriture humaine, parfois ancienne et irrégulière. C'est jamais parfait, mais on change d'échelle de travail. On passe de quelques pages à des corpus entiers qui peuvent être lus beaucoup plus rapidement. C'est jamais parfait. Vous voyez ici une transcription qui est demandée tout simplement sur ChatGPT, sans passer par un outil spécifique. Il y a quelques mots qui posent problème en rouge. Euh, mais on a gagné du temps de simplement avoir déjà la chair et puis le squelette, déjà le squelette, puis la chair va être bonifiée avec le temps. On peut aussi parler de la traduction, des langues étrangères, langues anciennes. Ce n'est jamais une preuve, mais ça permet en tout cas de comprendre rapidement, de faire une première approche et par la suite de décider si vous voulez aller plus loin ou consulter un spécialiste. Transcription, hop, il manque le logo, mais l'outil le plus réussi, que la plupart du temps vous utilisez déjà, c'est Transcribus, un outil de référence pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite avec une adaptation particulièrement forte pour les actes anciens, les registres, les lettres manuscrites. Il y a plusieurs modèles entraînés, notamment des modèles entraînés sur le corpus de la Nouvelle-France, ce qui était un outil très pertinent pour nos milieux. Tu, 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 tu. Donc, on va faciliter la lecture et la relecture et la correction. Un outil qui mérite une formation.
Fort heureusement, ces formations ont déjà été faites. Et je vous invite je pense qu'il y en a plusieurs qui sont données chez quelques-uns de nos membres et des membres des généalogies, donc ça peut valoir la peine d'aller voir ce que font les gardes-notes notamment. Et vous avez deux liens, les gardes-notes et puis donner le goût de l'histoire. On parle de gardes-notes, ce sont je pense que c'est sept paléographes dans ce projet-là. Tandis que donner le goût de l'histoire, ce sont plutôt des professeurs des différentes universités du réseau de du réseau de l'UQ, qui vont avoir plusieurs centres d'archives, des lieux de recherche. Transcribus est également utilisé par la BNQ, Bibliothèque et Archives Canada, plusieurs projets européens. C'est un incontournable, c'est pour ça que je vous en parle sans en parler. Il y a beaucoup de choses à voir euh, avec ces liens-là. Euh, Celle-ci, je vais la sauter. C'était juste pour vous montrer que la reconnaissance de texte est tellement devenue banale que n'importe quelle IA va pouvoir l'intégrer. Donc, selon le volume que vous avez à traiter, vous pouvez tout à fait commencer par une plateforme simple comme ChatGPT, Claude, Gemini, avec une première approche. Ici, c'est un journal d'un gardien de phare. Donc, c'est pas parfait. Encore une fois, il y a des corrections à faire, mais le travail est pré-mâché. Même logique pour les entrevues et témoignages oraux. Normalement, ça peut être long. Ça peut être excessivement long. Pour donner une idée, à grande échelle, l'Imperial War Museum de Londres a fait un chantier, est en train de faire un chantier pour rendre accessible 20 000 heures de témoignages oraux. Ils ont calculé que ça prendrait quelques mois avec l'IA, alors que normalement ça prendrait 20 ans avec l'intelligence humaine. Il faut toutefois noter que, que j'ai vu ça en finissant mes recherches tout à l'heure. Pas plus tard que cette semaine, Capgemini, l'entreprise spécialisée et partenaire de ce programme du musée de la guerre à Londres, a annoncé un plan de restructuration avec 2000 licenciements. Donc, faut toujours se méfier un petit peu de ce qu'on vous annonce avec l'IA. Il y a toujours des réalités qui dépendent du milieu et du marché, en fait. Il y a toutefois des solutions accessibles gratuites, sans passer par des contrats européens. Si vous voulez faire et si vous voulez gagner du temps, je vous montre ici deux exemples qui sont DeepGram, spécialisé en transcription audio. Le principe est simple, vous glissez un contenu audio et vous allez avoir une transcription, encore une fois, imparfaite sur la forme, sur la forme et la mise en forme. Ou si vous avez un fichier audio ou vidéo avec YouTube, vous pouvez tout à fait récupérer le lien ou intégrer une extension directement dans votre lecteur, parmi d'autres outils. Sur Zoom, là, j'ai pas mis, mais on aurait pu avoir une transcription immédiate de notre formation. Un gain de temps donc potentiel pour transcrire du texte qui va être euh, un sonore. Autre usage, la recherche. Donc encore une fois, vous allez avoir plusieurs exemples de prompts que vous pouvez utiliser, ajuster. L'IA peut être très utile pour l'analyse, la structuration des recherches. C'est une grande machine à traiter des données, on le disait. Donc à résumer un texte, à clarifier des passages complexes, à comparer plusieurs aspects. Je ne sais pas si on répond. Hop. Ok. Je prendrai les questions à la fin s'il n'y a pas d'urgence. Sinon, prenez le micro et faites un cri, mais sinon, j'essaie de rouler. Pop, pop, pop. Donc l'IA va penser autour des données que vous lui fournissez et va vous aider à les traiter en fournissant une chronologie, en organisant des informations qui peuvent être dispersées, structurer des notes de recherche, on le disait, clarifier un texte, des panneaux d'exposition, préparer des capsules web, améliorer la lisibilité d'un texte, vérifier la cohérence d'un récit historique, d'un arbre généalogique. Personnellement, mon usage de l'IA, c'est que j'utilise la fonction micro, je donne à voix haute différents éléments dans le brouillard, et puis j'essaie de restructurer ça avec l'IA. C'est souvent un point de départ d'une espèce de remue-ménage pour essayer d'avoir une analyse à la suite plus structurée. Euh, tu, 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 tu. Celles et ceux qui ont vu Harry Potter, ça ressemble beaucoup à la pancine dans laquelle on va acheter nos idées pour pouvoir prendre la distance nécessaire avant d'y retourner. Ça peut être aussi, vous avez une demande de subvention en cours qui va être analysée par des fonctionnaires ou par des intelligences artificielles gérées par des fonctionnaires. Euh,
utiliser l'intelligence artificielle pour tout mettre d'un côté votre brouillon de demande de subvention et de l'autre côté les lignes directrices du programme. Ça vous permettra de voir les points faibles qui vont être évalués de manière très très mécanique. C'est un jeu, il faut être deux à le jouer. Toutefois, donc encore une fois, la vigilance est essentielle. L'IA va penser, mais pas à votre place, elle va penser avec vous, remanier, organiser, mais elle ne connaît pas vos critères, vos contextes, vos nuances historiques. À moins que vous lui imposiez clairement, il n'y aura aucune solution parfaite. Donc un soutien très intéressant pour réfléchir en groupe sans être en groupe. J'ai une dernière catégorie, mon Dieu, je suis dans les temps. J'ai une dernière catégorie d'usage qui est la génération, l'intervention générative pour générer du contenu, créer, modifier du contenu dans nos missions de diffusion, d'accès. Un terrain intéressant mais sensible parce qu'on touche à la narration, à la représentation de l'histoire. Qu'est-ce qui est offert à nos publics, comment on va aller les chercher, comment on va aller chercher y compris du nouveau public qui a besoin d'images, qui a besoin de vidéos, qui a besoin d'être rejoint par des réseaux sociaux qui vont demander de l'image, de la vidéo, du fun, de la musique. Avec toujours la question pour nous, est-ce que l'outil va servir à la compréhension de l'histoire? Ou est-ce que l'histoire est un prétexte à alimenter en contenu des grandes entreprises américaines? Euh, à quel point on se trahit, à quel point on sert ce qu'on a envie de faire? Donc c'est encore une fois la rigueur, l'éthique, la transparence qui vont devenir indispensables. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me rappelle même plus. Ok, vous avez 8 secondes de la bataille des plaines d'Abraham vue de l'intérieur. C'est le fun, c'est utile, ça peut être intéressant pour rejoindre du jeune public, pour présenter des capsules vidéo. À droite, si je voulais faire une promotion pour ma société d'histoire, on n'a pas de moyens, on n'a pas de budget publicitaire. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas recruter un réalisateur ou un scénariste. Je suis obligé je suis pas obligé, mais je pourrais utiliser l'intelligence artificielle pour promouvoir ma société d'histoire à Québec. C'est ici que commençait le quartier portuaire. Tu vois la maison? Ouais, c'est la même que sur la photo. Exact. On peut la repérer sur le plan, juste là. C'est C'est fou, hein? Par contre, la maison Michel Doyon, ça n'existe pas du tout, hein. À moins que je me trompe, mais c'est une fausse maison. Je sais même pas si cette rue est vraie. Vous me direz, les gens de Québec, si cette maison ressemble à quelque chose. Mais on est avec un potentiel assez fou. Encore une fois, on est juste au début de la chose, hein. En termes de potentiel créatif, c'est fou. En termes d'impact énergétique, c'est effrayant. Je pense que ça fait débat dans le chat. Effectivement, la rue n'existe pas, mais l'illusion est là. Te, te. Sur la restitution d'images, en 2025, on était relativement pionnier. On s'interrogeait avec la Société d'histoire de Drummond, sur l'IA comme outil pour restaurer, améliorer ou coloriser des photos anciennes. Encore une fois, je vous montre un exemple français pour éviter de pointer du doigt n'importe quelle institution québécoise. Dans un groupe de généalogie français, une personne a demandé améliorez-moi la photo qui est à gauche. Deux personnes se sont proposées. J'ai pas le nom des plateformes qui ont été utilisées à chaque fois. Vous voyez déjà qu'il y a une interprétation différente selon l'IA qui a été utilisée, des couleurs, même des détails. Ici, est-ce que c'est un bas ou est-ce que c'est une ronce qui ferme? Est-ce qu'elle a une seule chaussette? Là, pareil pour la petite fille. Ici, une chaussette, ici, pas de chaussette. Ici, c'est un peu plus inquiétant. Euh, donc, couleur, lecture des formes. Sur la page suivante, une comparaison. Voilà. Madame à gauche, qui est Madame très souriante. Cette petite fille qui ressemble maintenant à une modèle de magasin. Le père qui sourit, c'est une dynamique qui est tout à fait changée. Euh, on change les attitudes, on change l'ambiance des photos. Celle-ci est Vous voyez la différence entre Madame ici, Madame ici. Euh, Pareil, la jeune fille qui a l'air de sourire et qui fait franchement la gueule à l'autre côté. Il y a de la vigilance à avoir sur ce qu'on demande à l'IA et la restitution qu'on peut avoir. Ça ressemble à la même image, mais c'est pas du tout la même. L'image à gauche, c'est la restauration qui a été offerte par un atelier professionnel de restauration. L'image à droite, c'est la version Canva. J'aime comme ils sont tous porcelainés, boursouflés, avec des yeux un peu fous. C'est pas idéal, mais c'est mieux que rien d'avoir ce point de départ.
Alors, celui-là, j'en suis content. Quels sont quand même les canaux intéressants pour nos moyens de diffusion? Un test très simple que j'ai fait avec Mechi, M-E-C-H-I-Y, pardon. Un site en ligne. Puis je pense que je vais faire hurler les personnes qui travaillent dans les restitutions 3D. Euh, donc, expérience minimale, j'ai glissé une image, une très rare photographie d'archives d'une église disparue du plateau Montréal, depuis un bulletin de la Société d'histoire du plateau Montréal. Version gratuite de l'outil, j'ai pas moi-même d'expertise. À partir de cette seule image, Meshi va avoir produit un modèle 3D interactif que je peux tourner. Là, j'ai fait une capture de mon écran de moi qui suis en train de jouer avec le modèle 3D. Je peux demander à reconstituer les couleurs. Bon, ça va être les couleurs de la photo, c'est la vidéo à droite. Je peux même jouer à l'éclairage, les volumes. C'est pas complet. Bien sûr que ça va faire hurler certains qui travaillent dans le domaine, mais c'est un bon point de départ, non seulement pour visualiser, pour expliquer, pour offrir de la médiation, et pour aller plus loin. Avec Meshi, pardon, je pourrais exporter ces fichiers vers des logiciels comme Blender ou Unity et créer des environnements 3D beaucoup plus développés. Je pourrais même imprimer ça en 3D et puis en faire des objets souvenirs à bon prix pour une campagne de financement, qui sait. Donc c'est le fun que j'ai eu aujourd'hui avec ces petits modèles 3D. C'est bien l'idée que je veux vous montrer. L'IA, c'est pas la vérité, c'est pas le point final, mais c'est un bon terrain d'essai. On peut s'amuser, on peut avoir des ancrages vers de la médiation et vers un petit peu des nouvelles manières d'approcher l'histoire. Vidéo, tiens, j'ai pas fait de texte là-dedans. La vidéo, c'est le même principe. Tant que la consigne est parfaite, vous allez avoir quelque chose. Bah, parfaite. Tant que la consigne est la plus complète possible, vous allez avoir quelque chose qui vous conviendra. Ici, c'est anime-moi, s'il te plaît, la mort de Wolf aux plaines d'Abraham. Je parle beaucoup des plaines d'Abraham aujourd'hui. Plaines d'Abraham. Encore une fois, dans un environnement où les algorithmes fonctionnent à la vidéo courte, captivante, intéressante. J'ai du contenu pour faire quelque chose de fun, si je voulais rejoindre, par exemple, du public un peu plus jeune. Gâteau des rois, c'est de saison. J'aime comme le chat joue. Euh, et ça m'a pris littéralement 15 secondes. J'ai du contenu en 15 secondes. Une image qui est connue, une histoire, une image qui est connue par tout le monde et qui peut être rébarbative, va prendre une nouvelle vie et va avoir des nouveaux usages qui vont correspondre à ce qu'on attend aujourd'hui de l'histoire, de nous rejoindre d'une autre manière. Il est 56 et j'ai bientôt fini, c'est fabuleux. Tac. Au cours de ces 56 dernières minutes, ce que l'IA peut faire pour nous, on a vu ce qu'elle peut bien faire pour nous, mais aussi ce qu'elle peut mal faire en général. Il n'y a pas de solution miracle. Même si l'IA va pouvoir simplifier les processus, leur donner un nouvel essor, la chose la plus claire, c'est que plus que jamais, on peut se rassurer, on peut se taper dans le dos, on peut se taper sur le ventre. Nos organismes sont pertinents. Faut pas se décourager de cette nouvelle arrivée. Il faut justement, comme vous le faites ce soir, être à la pointe, être des adoptants précoces et montrer que vous avez compris non seulement ce qu'elle peut faire pour vous, mais aussi ce que vous devez faire dans un environnement qui va être façonné de plus en plus par l'IA et par ses biais, par ses erreurs. Ce qui manque à l'IA, c'est ce que vous apportez, la lecture humaine, la lecture ancrée, la lecture critique. Ça peut être, on l'a vu un petit peu, une porte d'entrée pour la relève qui s'intéresse aux manières de faire de l'histoire autrement. Mais la première erreur, ce serait de faire tout avec l'IA. La bonne question, c'est pas que peut faire l'IA pour nous, mais où est-ce qu'on a un besoin qui pourrait être simplifié par l'IA. On a vu les tâches répétitives, les tâches chronophages, les compétences qu'on n'aura jamais, des ressources qu'on n'aura jamais. C'est légitime de s'interroger sur le devenir des acteurs, des artistes, des réviseurs. Ah, mais on veut quand même avoir du contenu et répondre à une demande de contenu sans avoir les moyens de le traiter. Tout le monde est dans le même bateau. Pop, pop, pom. Donc l'idéal, productivité. Donc productivité, c'est pas la créativité.
L'IA va pouvoir accélérer, structurer, reformuler, mais ça doit jamais vous remplacer. Il faut garder votre voix, votre expertise et l'interprétation et la prise de position finale. Votre force, c'est d'être expert, de connaître le terrain, de connaître une voix propre qui ne sera jamais remplacée par l'IA parce que, comme on le disait, ce sont des données ce sont des données qui manquent et que vous possédez. Il y a peut-être 15% des archives du Québec qui sont connues. Le reste, il est chez vous, il est méconnu et il gagne encore à être connu parce que vous pouvez faire de plus en plus rapidement avec l'IA si vous le voulez, mais en tout cas ce que vous faites en général. C'est là qu'il faut miser. L'IA va pouvoir amplifier ce que vous faites et pas vous uniformiser, pas vous tremper dans la bouillie un petit peu de l'IA. Et enfin, principe central, l'humain reste toujours dans la boucle. L'IA propose, suggère, mais c'est vous qui validez. Je pense que je tourne en rond un petit peu. J'essaie d'accélérer pour arriver à ma conclusion que l'IA, c'est un formidable outil, mais c'est un outil avant tout. Outil, pardon, j'ai eu beaucoup de fricatives là-dedans. On veut rester des organismes crédibles, solides et socialement utiles dans un monde où tout a l'air d'être déjà là, immédiatement accessible. C'est pourquoi je terminerai avec cet appel à l'intelligence collective et la formule du biologiste Wilson. Le vrai problème de l'humanité, c'est le suivant. Nous avons des émotions de l'âge paléolithique, des institutions médiévales et une technologie digne des dieux. Donc, à nous de faire en sorte que ces outils vont faire maintenant l'intelligence humaine, l'intelligence collective, et pas l'inverse. Dieu, j'ai fini en 1 heure. Je vous avais mis cette image. Je ne sais pas si elle a provoqué des réflexions, mais c'est l'idée que il y a eu cet automate de joueur d'échecs turc qui a fasciné les cours royales au XVIIIe siècle. On pensait vraiment que c'était un automate tout à fait intelligent. On s'est rendu compte que derrière cet automate, il y avait rien d'autre que l'humain. Parce que c'est l'humain partout, y compris dans les défauts, y compris dans les biais, y compris dans la course au progrès et au revenu, au capital. Il y aura toujours de l'humain derrière, y compris dans les pires défauts de l'humain. Là où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. C'est à nous de faire remonter la moyenne. Et puis quelques références. Comme le milieu est très neuf, est relativement neuf, il y a peu de références solides. Je vous invite surtout à écouter le balado, où est-ce qu'il est? Les pieds sur terre, la fabrique du fake, qui montre quel est l'intérêt de faire du fake, d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des fausses nouvelles, des fausses histoires. C'est l'argent, c'est l'argent. Quelques spécialisations, la généalogie et le patrimoine notamment. Tut, tut, tut. Et puis deux récentes publications de nos membres des archivistes et de l'histoire engagée sur un petit peu quelle est l'éthique qu'on doit avoir face à ces technologies. J'aurais fini à 20h02. Ok. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je suis allé très vite. Comme je vous disais, la formation, oui, va être disponible à la réécoute. Vous me mettrez en 0.5. Vous ferez une transcription avec YouTube. Et puis, vous aurez le PowerPoint pour lire les différentes consignes et voir les différents outils utilisés. Nabil, voulez-vous prendre la parole pendant que je regarde s'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Oui, euh, une question. Vous parliez des modèles de reconnaissance. Par exemple, est-ce que vous avez connaissance si c'est efficace pour reconnaître des manuscrits comme des actes notariés qu'on- qui sont, disons, d'une calligraphie difficile à déchiffrer à l'œil? Est-ce qu'un outil d'IA pourrait aider dans cette tâche? Oui, je ne sais pas s'il y a des retours d'expérience sur ce point-là, mais le meilleur outil à date que j'ai vu, que j'ai testé, c'est Transcribus, effectivement, donc celui qui était une petite capsule, qui faisait l'objet d'une petite capsule dans cette formation, parce que c'est un modèle qui est entraîné sur différents actes notariés. Je pense qu'ils ont commencé vraiment au début de la Nouvelle-France jusqu'en 1860, 1760. Donc c'est entraîné pour différentes époques et différentes écritures, et c'est un modèle que vous-même pouvez contribuer à entraîner. C'est jamais parfait, mais ça avance. Je ne sais pas si d'autres personnes ont utilisé Transcribus ou...
d'autres. Je suis moi-même une garde-notes. Oui, excellent. J'arrive pas à Je voir qui travaille ça. avec le groupe des garde-notes. Elisa, excellent. Oui. Puis, Elisa, si vous pouvez me confirmer qu'il y a toujours des formations assez régulières en plus du matériel qui est sur le site web. Moi, j'ai pas suivi. J'avais déjà, avant de faire partie du garde-notes, j'avais déjà utilisé un peu Transcribus. Mhm, Pour quelques actes ici et là, rien de trop nombreux. Mais en tant que garde-note, en fait, on apprend surtout à utiliser le logiciel comme tel. Puis on travaille beaucoup aussi sur la précision pour presque chacune des lettres des mots oui. là, qu'on rencontre là, sur notre page qu'on est en train de transcrire. Puis aussi, on nous a dit qu'on augmente l'efficacité de Transcribus là, par notre travail, Mhm, mais ça, c'est quelque chose que c'est un peu mystérieux pour moi, là. Je suis pas là-dedans, là. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, là. mhm, Mais ça n'empêche que, effectivement, c'est un outil intéressant, vraiment, parce que dans quelques secondes, on a le gros de toute la page, de la page qu'on est en train de relire. mhm. Et après ça, ben, on travaille systématiquement là, pour apporter les changements quand il y en a. Ouais, j'essaie de montrer la page, une page d'exemple. On a eu pardon, je vous libère. Ok. Quelques discussions sur l'impact environnemental. À la baie James, notre centre d'archives a été affecté par les feux de forêt. Le sera ensemble. L'IA est un accélérateur de changement climatique qui menace directement notre patrimoine. C'est tout un paradoxe. On veut léguer quelque chose aux générations futures et en même temps, il y a un outil de plus en plus facile d'accès qui est celui de l'IA qui littéralement euh, vide des lacs. Il y a différentes études, effectivement, je pense qu'il y a un article qui a été cité plus loin. C'est presque astronomique d'ailleurs, hein. Il y a quelqu'un là, qui a mis un Ouais, commentaire ouais. là, qui disait que, il y a des gens là, qui ont été obligés de quitter leur Leur milieu demeure. de vie parce qu'il y a des centres d'IA à la proximité. Mhm. Oui, le chiffre le plus parlant dans ce que j'ai lu, c'est que une requête d'IA, c'est 10 fois ce que vous demandez, une requête de Google. Donc, juste une conversation, pas juste un message. Donc, imaginez les différents échanges que je vous recommande de faire pour notre dialogue socratique. C'est fou. En même temps, on le sait tous qu'il faut arrêter de manger de la viande et prendre notre voiture, mais on le fait pas non plus. Moi, ce que je trouve le plus difficile, là, c'est Mhm. que dans une utilisation commune, générale, là, d'à peu Mhm. près tout le monde, on ne sait pas quand est-ce que l'IA intervient. C'est jamais spécifié. Moi, je vais Mhm. poser une question sur Google. OK, si c'est l'IA qui me répond, là, je vais avoir une petite mention que c'est l'IA qui a répondu. Oui. Mais je suis sûre que ça joue autrement, puis sur des couches plus subtiles là, qui sont pas évidentes. C'est dur à expliquer, là, mais je pense que l'IA joue plus que ce qu'on pense ou ce qu'on est capable de voir que c'est Mhm. l'IA. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses qu'on pensait être simplement du machine learning qui sont maintenant en fait du deep learning ou des technologies qui vont maintenant être englobées dans l'IA. Beaucoup de choses qu'on faisait sur Canva sont identifiées maintenant comme de l'IA. Et puis, il y a beaucoup de choses que vous parlez à un agent conversationnel pour votre renouvellement de crédit. C'est l'IA qui vous parle. Mélissa Harvey répondait sur Transcribus que c'est assez facile d'adapter à une main un exercice prometteur. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. Euh, Est-ce que quelqu'un utilise l'IA pour faire des comptes rendus de réunions CA-AGA? Bah, je vais répondre à ça, Marie Gertin. La fédération est pas une société d'histoire, mais elle est un petit organisme aussi avec peu de moyens. Et on compte beaucoup sur les ressources bénévoles, fait que ça arrive que le poste, la fonction de secrétariat soit pas la plus glamour. Donc il arrive aussi que je me propose de la faire. Et c'est assez pratique d'avoir une synthèse de réunion par l'IA qui est
ben là, je peux pas vous montrer mon écran Zoom parce que Zoom se montre pas lui-même, mais c'est inclus dans différents logiciels de réunion d'avoir ce résumé-là. C'est un bon point de départ, encore une fois, c'est pas parfait, on sait pas forcément qui parle, mais c'est un point de départ. Puis Google Pixel 8 abonde. Rapport IA, ta. Oui, l'impact énergétique est appelé à arriver à augmenter sans cesse. Je vais vous montrer Transcribus, j'espère que ça marche. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres mains levées, d'autres commentaires? Est-ce que Jocelyn est avec nous? Jocelyn, méthode, Oui, méthode. bien le bonjour. Je pourrais peut-être vous faire un résumé de l'utilisation de l'intelligence artificielle par la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Mhm. D'entrée de jeu, je dois dire que nos auteurs ne l'utilisent pas, c'est-à-dire les auteurs de longs articles, ils ne l'utilisent pas. C'est essentiellement pour les réseaux sociaux. Et des exemples que je peux donner, c'est par exemple, on a eu une conférence sur Michel de Salaberry. J'ai pris une image qui était libre de droit, ce qui est un élément extrêmement important à Bibliothèque et Archives Canada, et j'ai fait parler Michel de Salaberry pour inviter les gens à venir à la conférence. Et je vous avoue, il bougeait, il expliquait pourquoi il fallait venir à sa conférence, et ça a eu un bon succès. Ça a amené des gens à la conférence. C'est un exemple pratique de l'utilisation créative, mais aussi de l'intérêt que ça peut porter. J'ai créé une chanson aussi sur le Fort Chambly pour une autre conférence, plusieurs illustrations. Tout ça pour dire que c'est utilisé aussi pour, quand moi je fais un texte, je fais l'utilisation de la correction qui est extrêmement intéressante. Les problématiques auxquelles j'ai été confronté en l'utilisant, c'est beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, les problèmes avec la langue française, par exemple. Il faut vraiment beaucoup travailler et vérifier parce qu'il y a des erreurs lorsqu'on utilise certaines AI. Moi, j'utilise beaucoup de chat GPT et il faut que je travaille beaucoup pour aller chercher un français pertinent. La vérification obligatoire des faits, ça, on passe toujours, c'est obligatoire de le faire. Il y a aussi une certaine résistance des illustrateurs externes. C'est-à-dire que quand moi je vais mettre une image, par exemple, qui est créée par l'intelligence artificielle sur le Facebook, j'ai un illustrateur particulièrement qui dit toujours qu'on vole le travail des illustrateurs. Ça, on est confronté à ça. J'ai fait une réponse très diplomatique en lui disant que je voulais pas ouvrir un débat sans fin, là, mais j'ai expliqué le contexte dans lequel on l'utilisait, l'intelligence artificielle à la Société d'histoire. Et depuis ce temps-là, ça s'est calmé un petit peu. Mais il y a aussi une petite résistance au sein du groupe, particulièrement chez les plus âgés qui voient ça comme un monstre. Il faut toujours expliquer, et je comprends très bien ces résistances-là. C'est de prendre le temps pour bien expliquer les choses. Souvent, les gens vont comprendre. J'en suis venu à la conclusion qu'il fallait avoir une politique au sein de la Société d'histoire. Donc, j'ai créé une politique qui n'est pas encore approuvée. On est encore en état d'ébauche. Mais dans cette politique-là, ce que ça dit, c'est que si on utilise une image, par exemple, ou on fait un film, obligatoirement sur notre site, on indique toujours, comme ça a été dit tout à l'heure, cette image a été générée par l'intelligence artificielle sous la supervision de la Société d'histoire. Les vérifications des faits doivent être faites systématiquement. Par contre, lorsqu'on fait une correction de texte ou une amélioration de texte, nous autres, on conclut que c'est toujours le texte de la personne qui l'a écrit, donc on ne mentionne pas que ça vient de l'intelligence artificielle. L'important dans tout ça aussi, c'est les droits d'auteur. C'est bien connaître le droit d'auteur pour le respecter. Ça, c'est un élément qui est essentiel. En fin de compte, l'IA, pour nous autres, c'est un outil qui est extraordinaire, mais en évolution extrêmement rapide, il faut le suivre. La vérification des faits essentiels, mentionner l'utilisation et comprendre les forces d'inertie pour y répondre avec une certaine logique. Ça fait environ le tour de l'intelligence, mais on continue à avoir ce débat-là au sein de la Société d'histoire qui est continuel puis évolutif et extrêmement intéressant aussi. Ouais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant de juste que la réflexion soit en cours. Euh, j'ai beaucoup insisté sur les risques que l'IA peut faire courir aux personnes qui ne sont pas sensibilisées à le reconnaître. Vous avez vu énormément de ces vieilles photos, de ces photos fausses
oh, je suis tout seul pour mon anniversaire, envoyez-moi des messages. Puis les gens se font prendre un hameçon d'une agricultrice ukrainienne avec une paire de melons grandes comme quelque chose qui se peut pas, c'est trop beau pour être vrai. Les vieilles personnes, les personnes les plus âgées, qui sont parfois la grande composante de nos membres, pourraient avoir un intérêt à être sensibilisés à c'est quoi l'IA et qu'est-ce que vous risquez à ne pas la reconnaître et en être victime. Et on sort de l'histoire, on sort de notre aspect, de notre mission sincèrement historique et disciplinaire, mais on a quand même un rôle social qui est de créer du lien, de créer des activités pour se retrouver partout au Québec. C'est quand même fabuleux qu'il y ait partout, dans chaque région du Québec, y compris là où il n'y a pas de musée, là où il n'y a rien, là où la municipalité fait rien, quand même des gens qui s'intéressent à l'histoire et se regroupent pour parler de c'est quoi le récit qu'on veut partager, d'avoir cette réflexion collective de dire ok, on est en ce moment inondé de quelque chose qui nous dépasse. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Est-ce qu'on a été outillé à lire les images comme il faut, à bien comprendre les textes? Puis là, on dépasse l'histoire, je le disais, mais c'est le rôle d'une société et de faire société pour se réunir et avoir ces réflexions en commun. Encore une fois, moi, je suis je dépasse le rôle de la Fédération Histoire Québec, mais je m'intéresse beaucoup à l'aspect social du loisir culturel. On est en plein dedans. Je voulais vous montrer rapidement, ça m'amuse beaucoup. Attendez, je vais mettre le son, je suis pas certain. Bon, vous avez donc le son, la vidéo dont parlait Jocelyn avec sa... Salaberry, l'homme de Châteauguay, celui qui, sabre à la main, repoussa les envahisseurs le 26 octobre 1813. Voilà, et puis, donc encore une fois, l'enjeu de... on est un petit territoire. Fait que c'est pas l'histoire la plus connue et l'histoire la plus documentée. En général, le français est pas tout à fait la langue, bah, c'est pas la langue d'expansion des intelligences artificielles, mais le Québec est pas forcément le milieu le plus oh, voyons, je pensais que j'étais, donnez-moi une seconde, le milieu qu'est-ce que je disais? Le plus utilisé et utilisable. Oh, tant pis, si ça marche pas, ça marchera pas. C'est dommage compliqué. Ok, je vais vous montrer Transcribus à place, ça va être plus intéressant que rire. Bon, c'était l'intelligence artificielle qui plaçait la Mauricie à la place de la Gaspésie pour vous montrer à quel point on n'est pas prêt. On, on est, on n'est pas encore à la perfection. Ok, donc j'ai mon texte, le même que tout à l'heure. J'ai effectivement rechargé ma page qui avait sauté. Chargé sur Transcribus. Et ligne par ligne, je peux suivre. Ok, aujourd'hui, nanana, oh, je vois que ici ça marche pas, je peux le corriger. Au greffe de la juridique. Ça se peut pas, juridicis, à mon avis c'est juridiction. Juridiction, un seul D s'il vous plaît. Puis comme ça, je peux corriger mon texte et l'exporter et le travailler. Je peux même, si je travaille en groupe ou sur plusieurs projets, indiquer à quel point j'en suis de mon chantier. Et puis, Mélissa a complété avec une formation qui est proposée par Nouvelle France Numérique, donc un des projets dont on parlait avec, qui était partenaire de Garde Notes, qui fait ces tutoriels Transcribus. Vous serez jamais perdu. Euh, Ça peut valoir la peine. Si j'ai vu que plusieurs d'entre vous aviez des ateliers de paléographie, peut-être que vous pourriez les bonifier avec des ateliers de Transcribus. Avec les gardes notes, c'est des acteurs incontournables en ce moment pour le numérique et ce qui s'en vient pour les prochaines années. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Est-ce qu'on aurait terminé? Est-ce que vous voulez partager vos usages, vos craintes, vos peurs? Moi, j'ai envie de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, là, puis qui me laisse perplexe quelques semaines plus tard. Oui. Je suis à la bibliothèque municipale de ma région, puis je veux lire un auteur de Rimouski, qui est une poétesse. Puis je suis devant l'ordinateur pour faire la recherche, puis là je me dis, voyons, Arès à Rimouski, c'est quoi son nom? Tu sais, j'avais pas pris la peine d'écrire quoi que ce soit. Puis je parle pas à aucun des employés de la bibliothèque. Vous allez trouver ça drôle. Le lendemain, j'ouvre mon Facebook. Puis la première personne que je vois Mhm. en ouvrant mon Facebook le matin, le lendemain matin, c'est l'auteur en question que j'avais cherché la veille. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, on ne sait pas jusqu'à quel point Mhm.
l'IA intervient, là. En tout cas, moi, j'ai associé ça à l'IA, là. Je pense qu'on est Puis dans ça n'a les... peut-être aucun rapport, là, mais je suis restée vraiment ébahie de cette Mhm. situation-là. Je pense on est dans les algorithmes, mais que c'est la même mécanique qui est maintenant boostée par la performance de l'IA. Des choses qu'on va regrouper sous le terme d'IA de manière pas forcément réelle, mais exacte. Mais c'est tout un... C'est fou, c'est assez fou et on est dedans. Euh, Qu'est-ce que j'avais? Je réponds à une question sur les vidéos, principalement Sora et puis Grok. Grok qui est l'IA intégrée de X, qui est l'ancien Twitter. Je voulais faire un point sur Grok parce que pour l'instant, le cadre légal est assez flou en général, mais quand même encadré sur les IA les plus connus. Vous ne pourrez pas utiliser des contenus protégés par droit d'auteur ou des personnes réelles, physiques, encore en vie. Sauf dans certaines IA, dont Grok, qui permet de faire des choses illégales et amorales. Euh, donc ça vaut la peine de favoriser, comme toujours, des plateformes qui sont un peu plus encadrées. Puis encore une fois, moi ce que je vous demande d'observer, c'est que non seulement il n'y a pas de solution miracle parce que vous avez chacun vos besoins, mais aussi parce que on est dans un marché en pleine expansion. C'est littéralement un marché avec des brevets, avec des gens qui se battent pour dire c'est nous qui avons la plus grosse. Rien n'est stabilisé. Un jour il y aura un gagnant. Est-ce que ça va être Gemini, ChatGPT ou un autre? Mais pour l'instant, tout le monde se bat, se récupère, se copie. Euh, donc tout va changer, tout va se mouvoir dans les prochains mois. Et ce que je vous disais là en termes de technologie, ça vaudra plus rien dans 4 mois. Euh, j'ai une question pour Monsieur Méthode qui veut prendre la parole. Comment utiliser l'IA dans la correction de texte d'auteur? Grosso modo, c'est assez simple. Moi, j'utilise ChatGPT et je prends mon texte, je le drague vers ChatGPT et je lui demande tout simplement une correction. Quand je parle d'une correction, c'est bien entendu une correction orthographique, grammaticale, mais aussi structurale de mon texte. Et puis, il m'offre une proposition du texte. Je le relis, je le corrige. Des fois, je peux le recorriger parce qu'il faut que ça transfère vraiment mon idée. Mais grosso modo, c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, pour compléter l'affaire de la transcription des documents, moi, j'utilise tout simplement ChatGPT. Je prends une image d'un texte en ancien français, je l'amène dans ChatGPT et je demande de me le mettre en écriture d'imprimerie. Alors, il me le transfère en écriture d'imprimerie qu'on peut lire très, très facilement. Si le document est rédigé assez bien par le notaire ou par notre ancêtre, je pense que j'ai un résultat de 70 à 80 de réussite dans le texte, ce qui est assez simple. Après ça, je lui demande de me le mettre en français contemporain pour mieux comprendre. Puis finalement, je peux lui demander de me faire un résumé du texte. Donc, ça me donne une idée. Puis après ça, je peux lui demander de me faire, à partir de tous les textes que j'ai traduits, de me faire une histoire sur mon ancêtre en utilisant ces textes-là. Donc, il y a un potentiel et il y a seulement l'imagination qui vous arrête là-dedans. Et la conscience écologique. Et la conscience écologique. Parfait. Je pense qu'on aurait fini. Je vérifie si on n'a pas de questions. Merci beaucoup à tout le monde. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça achève la journée d'aujourd'hui. On se retrouve en février pour une formation de généalogie, un peu plus dans nos tales, dans nos habitudes. L'inscription est déjà ouverte, gratuite pour les membres toujours. Le mois de mars, nous avons 4 formations sur le patrimoine bâti et les sites patrimoniaux. Et puis restez à l'affût parce que dans les prochains jours de janvier et février, on devrait annoncer l'ouverture du congrès qui, comme vous le savez, se passe à Terrebonne. Voilà, merci beaucoup, à bientôt et bonne soirée. Au revoir. Au revoir, au revoir.